simple, agréable, viticole. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bienvenue aux auditeurs de La Goutte, le nouveau podcast qui, comme le vin, se partage. Que vous soyez un amoureux du vin, un connaisseur, un amateur, un professionnel ou un simple curieux bon vivant qui passe par là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le responsable de Movenpick et Crissier, c'est David Berthet. Bonjour David. Bonjour Vanille. David, quand on s'est eu au téléphone tous les deux pour préparer cette interview, je t'ai présenté comme un caviste. Et ça t'a pas trop plu? Non, Est-ce que tu peux, nous dire pourquoi? et en fait, parce que pour moi, dans mon esprit, caviste, c'était plutôt quelqu'un qui travaille à la cave, donc plutôt qui fait les vins, que plutôt quelqu'un qui le vend. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai aussi réfléchi dessus, puis en parlant avec mes collègues et puis d'autres personnes qui m'ont dit: «On peut être» enfin, un caviste, c'est aussi quelqu'un qui vend le vin. C'est juste moi qui avait peut-être une Il y a 2 casquettes en fin de compte. exactement, il y a 2 casquettes, ouais. Tu préfères, parler déjà de cellier que de cave. Oui. L'intitulé parfait, idéal pour toi, pour parler de ton métier, ce serait quoi? Je dirais conseiller en vin, parce que je trouve que c'est un peu plus «mélodieux» entre guillemets comme thème et comme, présentation. Et puis, moi je trouve que c'est plutôt un conseiller en vin, c'est ce que je préfère dire et puis, donner offrir du plaisir aux gens. C'est vrai que voilà, justement, ça va te permettre une définition de ton métier dans tout ce que ça englobe. Qu'est-ce que c'est être conseiller en vin, justement? C'est tout connaître du vin, de tout ce que tu as, justement dans ton cellier. Raconte-nous, c'est quoi ton métier? Bah, mon métier pour moi, c'est arriver à cerner la personnalité d'un client, de pouvoir lui offrir le vin qu'il recherche, soit par la dégustation, soit en parlant avec lui. D'être sûr qu'il reparte avec la bouteille qu'il avait vraiment envie, tout en respectant, ses désirs. Faire des accords mets et vins aussi, ça c'est quelque chose qu'on s'éclate beaucoup. Pendant là, justement, le mois de décembre, on est plein d'accords mets et vins qui sont super agréables. Les gens arrivent avec leur repas, leur menu et puis on essaie de trouver, à chaque plat sa bouteille de vin. Et justement, tu disais d'observer le client. Est-ce que toi, avec, l'expérience, tu sais, quand quelqu'un rentre, tu sais ce qu'il va boire? Tu sais ce qu'il veut ou Mmh, pas? non, Non? non. Il faut parler avec lui, il faut essayer. Il y a un côté un peu psychologique, en fait, dans la vente, ça c'est pas nouveau, mais disons que dans le vin encore plus. Et c'est vrai que nous, on a l'avantage de pouvoir faire déguster aussi des vins en magasin, donc on essaie de faire déguster deux trois vins. Ça apprend à cerner la personne parce qu'on a beaucoup de gens, des fois aussi, qui sont un peu timides. Ils osent pas, ils disent qu'ils ont pas les bons mots. Alors il y a pas de mauvais mots, il y a pas de juste mots, c'est Ils ont peur de pas avoir les bons termes, donc ils exact. disent rien. Ouais, exactement. Et puis moi, on essaie surtout, bah, de les rassurer, enfin, c'est le vin, c'est quelque chose qui est enfin, pas qui est banal, mais quelque chose qui est simple, en fait. Il faut garder simple, c'est un produit simple à la base, donc faut pouvoir vendre, de la simplicité. C'est vrai que les gens, parfois, n'osent même pas, aller donc chez un caviste, pour le plus grand nombre, mais parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les bons mots, donc ils ont peur de passer, en gros, pour des nuls en parlant du vin. C'est un peu ça qu'on ressent des fois. Les clients, quand ils découvrent le magasin, quand ils rentrent, sont toujours un peu timides et puis c'est vrai qu'on essaie de les mettre à l'aise en rigolant ou avec la dégustation et puis de leur prouver qu'on a toutes sortes de vins et puis de tout horizon différent, donc ça, c'est aussi agréable. Et ça fait combien de temps, toi, que tu fais ce métier? Alors, je travaille chez Movenpick depuis 2007. Qu'est-ce qui t'a emmené dans le monde du vin? Est-ce que c'est un souvenir ou quelque chose que tu as vécu qui t'a marqué, qui t'a amené à vouloir, travailler dans ce monde-là ou pas du tout? Alors en fait, moi là-bas, j'étais sommelier. Avant ça, j'étais cuisinier. J'ai toujours voulu faire plaisir aux gens en passant par l'estomac ou par le plaisir. Donc pour moi, le vin, c'était aussi un aboutissement de ça. Je suis passé dans le monde du vin à 17 ans, 18 ans et puis après, bah, j'ai fait quelques voyages grâce au vin en étant sommelier. Puis après j'ai postulé chez Movenpick et puis, l'endroit me plaît, l'entreprise me plaisait aussi donc, bah, voilà. C'est un atout énorme d'avoir été sommelier avant, Exactement, ouais. ça t'aide beaucoup. Énormément, ouais. Et puis surtout à l'étranger parce que moi qui venais de France, je goûtais que des vins français donc, j'ai été au Canada, j'étais en Allemagne, en Angleterre donc, il y a la carte des vins était beaucoup plus grande et beaucoup plus, ouverte. D'accord, ouais. Donc ça, c'est aussi très agréable de pouvoir découvrir plein de choses. Tu as des anecdotes dans ce que tu as vécu qui t'ont marqué en tant que sommelier ou? Les premières fois où j'ai commencé en sommellerie, dans mon apprentissage, j'avais 16 ans et mon premier client, assez fortuné, 1re bouteille qu'il commande, c'est une bouteille de Pétrus. Et à l'époque, on pouvait encore déguster, donc je lui ai demandé si je peux déguster, donc j'ai eu la chance de déguster mon premier er Pétrus, tout jeune. Alors mon palais n'était pas encore apte
à l'apprécier pleinement, mais en tout cas, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir. C'est un beau souvenir effectivement. Il était bon? Oui, de ce que je me rappelle en tout cas, oui. Et tu parlais d'éduquer le palais justement, toi qui as été sommelier avant. Comment on fait pour éduquer le palais? Il y a plein de gens qui disent: «Bon, bah, moi j'ai pas le truc». Est-ce qu'il faut avoir le truc ou est-ce qu'on peut le développer avec le temps? Non, ça se développe avec le temps, c'est quelque chose qu'on travaille. Justement, quand on apprend la sommellerie, on a toute cette palette d'arômes il y a une jolie mallette avec tous les arômes de base qu'on apprend à sentir. Alors, c'est jamais le vrai arôme, mais disons qu'on après, il faut reconnecter. La plupart des gens disent toujours, quand ils sentent un vin, ça sent quelque chose, mais ils ne sont pas capables de le C'est-à-dire? reconnecter, en fait. Et puis, je pense que quand on est enfant ou adolescent, on sent les choses, mais on met pas un mot sur l'odeur. Donc il faudrait dire, par exemple, à nos enfants, quand ils mangent ou ils sentent une framboise, leur dire: «Ça sent la framboise». Ouais, c'est vrai. Il faut juste que la connexion dans le cerveau, en fait, elle se fasse et après, ben, c'est la pratique, c'est la dégustation, Voilà, faut pratiquer, pratiquer il faut bien déguster avec modération. et d'aller dire avec modération. Pour revenir au cellier ici, donc ça fait vraiment longtemps que tu travailles, dans ce cellier qui se trouve donc à Crissier. Pour, nos amis français, nos amis belges qui nous écoutent, c'est dans le canton de Vaud en Suisse. Il est immense, hein, il est grand, il y a combien de bouteilles à peu près? Le nombre de bouteilles, pardon, entre 400 et 500 casiers, moyenne de 12 bouteilles par casier, donc Il y a du choix. il y a du choix. Il y a du choix et est-ce que malgré, ce choix, tu observes une tendance en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un peu plus particulièrement ces derniers temps chez les clients? Les clients sont toujours à la recherche d'un vin avec un bon rapport qualité-prix. On remarque ça beaucoup là ces derniers temps et des vins aussi qui soient prêts à boire puisque on remarque de plus en plus que les clients ont de moins en moins de stockage à la maison. Donc ils cherchent aussi des vins qui soient prêts à boire faciles et puis des choses où il y a des anecdotes pour pouvoir raconter quand ils reçoivent à la maison aussi. Il y a toujours une petite histoire qui est sympa derrière le il y a toujours une histoire derrière une bouteille de toute Bien manière, sûr. entre les vignerons, la région. Voilà, c'est le but, c'est de les savoir, quoi. Exactement. Justement, vu qu'on est en Suisse, il y a quelque temps sur le compte, TikTok de La Goutte, il y a eu un petit débat sur une vidéo que j'ai postée où je disais tout simplement que la Suisse exportait que 1 de son vin, en même temps c'est une petite production, que l'intégralité des productions était consommée dans le pays, ce qui est la force de la Suisse aussi, hein, ce qui est incroyable. Et même si la consommation de vin avait un peu diminué en Suisse ces dernières années, le vin suisse, lui, continue d'être consommé par les Suisses. Et là-dessus, on a eu des débats avec des auditeurs qui disaient à la fois que le vin suisse n'était pas bon, que le vin suisse était très cher. Ça s'est tiré à balles perdues entre Valais et Vaud, surtout, hein. Qu'est-ce que tu peux répondre à tout ça sur le vin suisse? Il y a des très bons vins en Suisse. Après, je pense que les gens, il faut pas oublier que la Suisse, le coût de la production en Suisse n'est pas le même que d'autres pays. Donc il est clair le prix moyen d'une bouteille en Suisse, en général, est de 12 francs. Donc il est clair que si on compare à d'autres pays, ben, c'est forcément plus cher. Mais après, on peut toujours trouver plein de pépites à tous les prix. Mais il faut toujours avoir en arrière-pensée que, le coût de revient de base est de toute manière plus haut. Donc, Parce que la main-d'œuvre est plus chère? exactement, la main-d'œuvre est plus chère, le terrain. Si on prend nos amis valaisans, par exemple, ils ont des pentes qui sont très pointues, donc c'est pas le même coût de revient qu'un terrain qui est plat, Bien sûr. en plaine. Donc ça, c'est clair que le vin sera forcément un peu plus cher. Mais il existe des bons vins suisses, on est d'accord? De très bons vins suisses. Moi, j'ai eu la chance de goûter plein de vins de plusieurs régions. Il y a des très bons vins en Suisse. Il faut les chercher, il faut goûter, il faut J'avais demandé une petite sélection de 3 vins suisses pour répondre à nos amis, suisses qui critiquaient leur vin que tu as fait. Donc est-ce que tu peux parler de ces trois vins? alors j'ai choisi un vin blanc et puis 2 vins rouges. Donc le premier vin blanc, j'ai choisi un vin de la Côte, donc dans le canton de Vaud, qui est à Mont-sur-Eule, hein, donc qui est le domaine de la Colombe, où là, on est sur un domaine, qui a été repris, par la fille, Laura, qui travaille toujours avec son papa, sur un domaine, en biodynamie et on est vraiment sur un chassaat qui est assez frais. Elle travaille beaucoup sur le terroir, donc elle va vraiment travailler le terroir, l'énergie, donc on est sur un chassaat qui est franc, qui est un peu fruité, une belle minéralité, et qui est pour moi très agréable, qui est vraiment un vin blanc autant d'apéritif que d'entrée, de poisson. Donc il y a vraiment pour moi un vin qui représente assez bien ce qu'on peut trouver sur la côte. Alors c'est un vin qui, est à combien? Et alors celui-ci est à 17,50. 17,50. Donc ça, c'est le blanc. Oui, ça c'est le blanc, effectivement. Et ensuite alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Je vois une belle étiquette, rose, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un vin qui vient de la région de Zurich, donc qui est produit par la Staatskellerei de Zurich, qui appartient donc à Movenpick, depuis 1997
Et là, en fait, on est parti sur un assemblage en tête de pinot noir, de Gamaret et de Cornana. Donc du coup, 3 cépages qui ont autant de structure que de fruits. L'étiquette, tu parlais d'étiquette, la couleur, en fait, cette année, on a fêté notre 15e, millésime. Donc en fait, sur, l'entier de la production, il y a aucune bouteille qui a la même étiquette. Donc du coup, c'est toute une déclinaison de couleurs qui est assez Magnifique. sympa. Ouais. Et puis là, on va être sur un vin rouge, qui est assez fruité, rond. C'est un vin rouge qui va aller avec toutes sortes de mets, en fait. C'est un vin qui est facile. C'est vraiment le vin quand on rentre à la maison, on a envie d'avoir un vin rouge, il y a pas besoin de carafer. Enfin, c'est vraiment un vin plaisir, en On fait, pour moi. l'apprécie. Exactement, ouais. Ça, c'est un vin qui est à combien? 22 francs 80. 22 francs 80. Et le dernier? Le dernier, du coup, je suis parti un peu dans le sud de la Suisse, je suis parti au Tessin, où là, on est en fait au domaine, Tamburini, donc un domaine qui est assez connu au Tessin, sur un 100 merlot. Donc là, il a 15 mois de barrique et là, on est, sur la cuvée Silencio, en fait, on est sur un merlot qui va être vraiment sur le fruit, ce côté très cerise, prune, qui a de la structure, en même temps une belle finesse, une rondeur. Donc là, il est clair qu'il faut un repas qui soutienne, le vin, donc plutôt une viande rouge, exactement, ouais. Et ça, c'est un très joli vin aussi, peut-être carafé une demi heure, mais il y a pas d'obligation, quoi. C'est un vin, à combien celui-ci? 31,50. Alors tu parlais de carafer le dernier vin. C'est une question qui me vient en t'écoutant. Comment on sait qu'on doit carafer un vin? Ça, c'est toujours, la question piège, en fait. Pour moi, un jeune vin, des fois, il faut le carafer. J'ai encore fait l'expérience hier soir avec un autre vin qu'on a ouvert, où il était complètement fermé. On sentait, il faut partir du principe comme si c'était comme une voiture qu'on sent qu'il y a quelque chose sous le capot qui a envie de donner, en fait. Ouais. Donc le fait de carafer, ça va faire exploser les arômes et puis c'est un vin qui va être beaucoup plus prêt à boire. Là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent compte, ils vont ouvrir la bouteille, ils le boivent, ils disent: «OK, il est bon». Puis ils arrivent aux 3/4 de la bouteille, puis ils se disent: «Ben, il est meilleur». Donc en fait, c'est juste le fait de brasser la bouteille, ça remue le vin, donc ça aère aussi. Est-ce que le fait de remuer son vin, ça joue le rôle ou ça remplace quand même pas, la carafe? Il faudrait brasser assez énergiquement pour pouvoir, faire ça, mais c'est vrai que carafe, c'est vite fait et puis je trouve que la carafe, ça amène aussi un côté un peu prestige, un peu classe sur le vin, je trouve que c'est sympa. Donc sur TikTok, on risque de se faire assassiner sur les prix Oui, parce que ça voilà, oui, vous avez raison de maintenir qu'effectivement, c'est un peu plus cher que, les vins de nos voisins. oui, Mais voilà, là, on est sur 3 bons vins à tester avant de critiquer. exactement. Voilà. Et pour les Valaisans qui vont dire qu'il y avait pas de Valais, c'est juste que c'était une sélection que de 3 vins donc Exactement. hein, Ouais, fallait c'est ça. Sinon, il faudrait une sélection, beaucoup plus grande pour voilà, toutes les régions, hein, qui exactement. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport tu en parlais tout à l'heure, de plus en plus, les gens, c'est vrai, n'ont pas de quoi stocker beaucoup de vin ou en tout cas, n'ont pas de grande cave, mais j'en fais partie, on peut s'acheter des petites caves à vin où on veut se constituer, voilà, de quoi avoir à boire, peut-être pour maintenant, mais aussi laisser vieillir, laisser attendre un petit peu pour plus tard. Comment on fait, pour se constituer une cave sans se ruiner? Est-ce Bah, qu'il y a des petits conseils? oui, je pense Oui. qu'il faut, bah, déjà, il faut essayer de se connaître et puis de connaître ce qu'on aime, déjà sur la base, de définir un budget, il est clair pour l'ensemble de la cave et après on définit des bouteilles qui sont entre guillemets «de tous les jours», des bouteilles faciles à boire et des bouteilles à faire vieillir, en fait. Comment on sait ça? Ça c'est une bonne question. Je dirais que moi, par exemple, à la maison, j'ai 2 caves entre guillemets. J'ai la cave où quand je reçois du monde, je sais qu'il va ça va beaucoup boire, donc j'ai des vins qui sont beaucoup plus abordables, mais qui sont très agréables et une autre cave que je fais, pour, des soirées un peu plus, «select» entre guillemets, Bien sûr. et des vins à faire vieillir. Donc ça, c'est un choix de pays. Il faut choisir certains pays où il y a des vins qui sont plus abordables que d'autres, des appellations qui sont moins connues. Les appellations montantes, donc là, il y a plein de choses, enfin, je veux dire, que ce soit en Italie, en Espagne, en Suisse, évidemment, sur la France. Si les gens, ils aiment aussi les vins du Nouveau Monde, il y a aussi plein de vins du Nouveau Monde qui montent aussi en puissance, donc Ouais, il y a des vins très intéressants, c'est vrai, hein. Mais comment, c'est là où je sais qu'on ne peut pas remplacer justement, ton travail. On a besoin, c'est pour ça, aller voir des cavistes, pour le plus grand nombre parce que acheter au supermarché, on n'a pas les conseils et on c'est pas forcément plus cher. On n'achète pas forcément mieux, au contraire et on ne sait pas ce qu'on achète forcément. Parce qu'on peut essayer de lire une étiquette, mais c'est pas toujours une évidence, voilà, on ne sait pas tout. Quel est ton conseil quand on trouve une bouteille, savoir si c'est une bouteille qu'on doit consommer, assez rapidement ou si c'est une bouteille qu'on doit laisser vieillir? Est-ce qu'il y a un tips, ça? bah, en général, on va pour une bouteille qu'il faut faire vieillir, il y a toujours, on parle toujours de l'acidité, en fait, de la structure du vin. C'est-à-dire quand on goûte, on sent
s'il y a un potentiel, mais c'est vrai que ça, il faut avoir dégusté beaucoup, en fait, pour le savoir. C'est pas quelque chose qui est inné, hein, même pour nous, je veux dire, il faut avoir goûté plusieurs millésimes pour voir si ça vieillit. Après, il y a aussi la qualité du millésime, la région de production, l'assemblage, le coût de la bouteille aussi, hein. Il est clair qu'une bouteille un peu plus onéreuse, enfin, Ça ira aura mieux. peut-être un peu plus de chances de vieillir, alors que des fois, il y a des vins pas très chers qui vieillissent aussi très bien. Pourquoi on doit coucher les bouteilles? Ça a un rapport avec le bouchon, c'est ça? Pour que le vin soit toujours en contact avec le bouchon, pour que le bouchon reste bien en place et il y ait pas d'air qui s'insère, dans la bouteille. Sinon, il y a un risque de rendre un ouais, d'accord. Que le vin soit bouchonné, par exemple? Pas forcément, mais plutôt qu'il y a de l'air qui rentre et qui va oxyder le vin et puis le bouchon va sécher, en fait, donc après aussi pour ouvrir la bouteille, ça peut casser le bouchon et puis ça, c'est toujours en général quelque chose que les gens n'aiment pas tellement. Est-ce que, je peux te suivre dans la cave, avec la caméra, hein, pour ceux qui nous regardent? Parce que je le rappelle que, ce podcast, il est aussi, disponible en vidéo sur YouTube. Est-ce que je peux te suivre pour que tu nous montres, éventuellement quelques vins qui pourraient rejoindre une cave, pas à consommer tout de suite? Ouais, avec plaisir, ouais. Super, alors je te suis? Allez. Allez, alors David, je te suis donc, caméra à la main pour que tu me fasses une petite sélection de vins à mettre en cave. On commence par la Suisse. On va commencer par la Suisse, on va commencer par un sauvignon blanc, en fait, du Tessin. Donc on est, donc vous voyez là, une belle bouteille, donc de chez Brivio. Donc là, on va être sur un sauvignon blanc qui est assez typique, avec ses notes un peu agrumes, assez florales, une belle structure. On est sur un vin qui peut servir autant à l'apéritif que pour le repas. Là, on est à 24 francs 80. 24 €. Donc là, vous voyez, on est sur millésime 2022. Donc c'est autant quelque chose qui va pouvoir se boire et qu'on peut aussi laisser vieillir. Alors c'est clair que c'est pas un potentiel de 20 ans, mais il peut encore aller 5 6 ans sans problème, hein. Ça, c'est un vin qui est vraiment très agréable et puis les vins blancs du Tessin ne sont pas assez connus, donc c'est quelque chose qui mérite d'être dégusté. Après on voyage un peu, hein? Voilà. En tarot du coup. Du coup, on va partir en Californie. Le vin s'appelle le 689, où là, on est sur un assemblage, en fait, de 4 cépages, donc le Zinfandel, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et la Syrah. Là, on est à 28 francs et là, on est sur un vin qui représente tout à fait les vins, américains sur ce côté très fruité, avec du caractère, un vin qui est très agréable, qui est complexe, mais en même temps qui est facile à boire. Un vin qui va se marier avec plein de choses, je veux dire que ce soit de la viande, un plat de charcuterie, du fromage et puis, c'est des vins qui sont toujours, sympas à déguster. Et alors, ça c'est un vin à déguster maintenant ou Alors celui-ci, on peut le déguster maintenant, 2021, ça tient encore 10 ans, il y a pas de problème. Ensuite, on va aller, sur, l'Italie, hein. OK. On rentre au pays presque? Donc là, du coup, on va partir sur un assemblage. Donc, tout le monde connaît en général le Primitivo, mais là, il est assemblé, en fait, avec, Nero di Troia, qui est un autre cépage, traditionnel des Pouilles, où là, on est en millésime 2021. Donc là, lui, en ce moment, il est en promotion chez nous à 16,50 au lieu de 22. Donc là, on va avoir toute la typicité du Prutimo, donc c'est vraiment cette corbeille de fruits noirs, cette structure et le Nero di Troia va amener un côté un peu plus sous-bois, un peu plus sauvage. Donc là, c'est un très bon vin à moins de 20 francs qui est très agréable, parfait, bah, avec toute la cuisine italienne évidemment, hein, mais qu'on peut aussi laisser vieillir. Alors là, celui-ci pourrait vieillir, je dirais encore, 7 ans. Ouais. Donc ensuite, on va partir sur une région, d'Espagne qui est un peu moins connue pour ses vins rouges. On va partir en fait dans la région de Galice, donc avec le cépage Mencia, donc un cépage qui est juste là, qui est un cépage qui est un peu moins connu. Là, on est sur une bouteille en fait à 16,50, donc aussi en 2021. Un vin qui est ni trop léger ni trop corsé, plutôt, vraiment dans l'entre-deux, assez gourmand. Du fait de sa proximité, en fait, avec, l'océan, on va avoir une belle fraîcheur sur la fin de bouche. Donc ça, c'est un vin qu'on a toujours f plaisir à faire déguster à l'aveugle à nos clients parce que, du coup, ils s'attendent pas du tout à un vin comme ça, surtout dans cette région-là. Là, pareil, un vin, je dirais celui-ci, 7-8 ans, en fait, on peut encore faire vieillir et vraiment une belle découverte. Ça, c'est un joli coup de cœur, hein. Ah, c'est une jolie bouteille. Ouais, exactement. Donc là, on a fait Espagne, Italie, Californie et Suisse. Exactement et puis après, donc on va terminer par la France. De quoi faire déjà une belle cave. Exactement. Là, on va partir sur un vin qui s'appelle Les Brunes. Donc en fait, Les Brunes, si on regarde, c'est un vin qui est classé en fait 20 pays de l'Hérault, donc on est dans la région de Montpellier
Ce qui est intéressant avec ce vin, c'est que le viticulteur, en fait, est parti de Bordeaux pour s'implanter à Montpellier D'accord. et il a planté du Cabernet Sauvignon. Donc le Cabernet Sauvignon, ils n'ont pas partie des appellations forcément du sud. C'est pour ça qu'il est classé dans le pays de l'Hérault et là, vous êtes sur un super assemblage, en fait, de Cabernet Sauvignon, de Syrah et de Mourvèdre. Donc là, on est à un vin 2022. Donc là, c'est clairement un vin qu'on peut boire. Alors, on peut boire maintenant, on l'a encore dégusté nous ce week-end, mais là, il y a un potentiel de 10 à 15 ans sans problème. Un vin qui aura de la structure, la rondeur du Cabernet et puis le Mourvèdre qui a un cépage un petit peu plus ce terroir un peu plus animal qui va venir soutenir l'arrière. Et là, 10 ans, 10 à 15 ans, ouais. Ça, c'est un vin à Oh, 40 il est un points, peu quoi. plus cher, il est à 39,8. Ouais. Superbe, donc on peut se faire une cave avec le temps, gentiment, sans forcément, se ruiner et dépenser, Exactement, une fortune en vin. exactement. Alors je t'ai demandé aussi de nous faire une sélection de champagne parce que le champagne, on entend toujours parler des mêmes, mais je t'ai demandé ta sélection à toi, coup de cœur. Alors David, ça y est, je fais face aux 5 champagnes que tu nous as sélectionnés, plus ou moins connus. Exactement, ouais. Donc raconte-nous, par lequel tu veux qu'on commence? On va commencer par le Paul Michel. Paul Michel. Donc Paul Michel, donc comme vous pouvez voir sur l'étiquette, c'est un blanc de blanc. Donc un blanc de blanc veut dire 100 chardonnay. Donc là, ce qui est intéressant en fait sur ce type de champagne, c'est que, petit producteur, du coup, on a un champagne qui va être, donc du chardonnay, donc avec une belle structure. C'est un champagne qui ira autant pour l'apéritif que pour un repas, que ce soit avec des poissons, des crustacés. Heu, qui veut dire chardonnay, donc ça veut dire qu'il y a du fruit, il y a des arômes, il y a de la structure et là, on est vraiment sur un champagne qui est alors forcément, les champagnes sont toujours plus chers que le vin, hein. Et là, on est à 47, 80 pour ce champagne-là. Donc mais voilà, ça, on a toujours plaisir à le faire déguster et à le faire découvrir parce que c'est justement une maison qui est peut-être pas forcément connue, mais qui mériterait d'être plus connue. Le deuxième, donc aussi pareil, une maison qui est un peu moins connue, qui c'est la maison Marc Hébrard. Donc là, c'est son premier cru sélection. Donc là, lui, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il va utiliser, beaucoup plus de pinot noir, que de chardonnay et ce qui est sur la sélection, il utilise en fait 75 des raisins de l'année et les 25 le reste, donc il va prendre les vins de réserve. Ce qu'on appelle les vins de réserve, c'est tous les vins qu'il stocke pour avoir quelque chose en fait d'assez intéressant et là, on peut voir qu'il y a un petit coquillage en fait. Donc en fait, le sol, de ces parcelles pour ce vigneron-là, il y a beaucoup de calcaire et de craie. Donc on va avoir un champagne en fait qui va être assez minéral. Un champagne qui est très agréable au goût, qui, peut pareil aussi l'apéritif et là, on aura des arômes aussi un peu plus de pain brioché, ce côté un peu fleur, floral qui est vraiment très bien, qui est très agréable. Pareil, un champagne qu'on a aussi plaisir à faire découvrir en fait. On me donne soif là, David. Commence à être dur. Elles sont pas fraîches, c'est bête. Et ça, c'est une bouteille à combien? 49 francs et 90 centimes. Je reviens sur le Paul Michel juste. C'est rare qu'on ait l'année, le millésime, c'est pas obligatoire, pour le champagne. C'est pas obligatoire tout court, mais c'est vrai que sur le champagne, on l'a pas toujours. Alors sur les blancs de blanc, en général, il est fait souvent millésimer, en fait, pour avoir une structure, pour avoir une certaine, garantie du millésime. OK, je savais pas, donc pour les blancs de blanc, ça se fait. OK, très bien. Pour celui-ci, il y a pas de millésime puisque comme on a dit avant, en fait, ils assemblent avec, différents vins des années précédentes pour avoir aussi une qualité et un goût continu qu'on achète la bouteille cette année ou l'année prochaine. Exactement. Donc ensuite, on va partir sur une maison qui est un peu plus connue, hein, la maison Charles Heidsieck, hein. Donc, très grande maison, c'est aussi une très vieille maison, début du siècle. Donc là, on est sur un champagne rosé aussi parce que c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de champagnes rosés qui sont consommés. Donc il y a plein de grandes maisons qui produisent des champagnes rosés, hein. Charles Heidsieck en fait partie. Où là, on va être sur un champagne rosé en fait qui va être très framboise, fraise des bois, ce côté très mûr en fait, très rond. Mais en même temps, il y a une belle complexité et une belle fraîcheur sur la fin de bouche. Donc on est vraiment sur un produit, je trouve très agréable, une bulle très fine aussi. Parce que des fois, sur certains champagnes rosés, on a une bulle qui est beaucoup plus importante. Mais là, le fait d'avoir une bulle fine, en fait, ça donne une très belle légèreté et une belle finesse en bouche. Très bien, donc le Charles Heidsieck et lui alors pour le prix, moi je reviens toujours au prix, hein, je sais que ça intéresse. Exactement. Donc celui-ci, il est à 69 francs et 80 centimes. D'accord, très bien. Ensuite, on va sur, du plus connu déjà. Exactement, ouais. On part sur le champagne Paul Roger. Donc le champagne Paul Roger est très connu parce qu'il est aussi fournisseur officiel de la cour d'Angleterre. Ça faisait aussi partie du champagne préféré de Winston Churchill.
et donc ils ont d'ailleurs dédié leur grande cuvée, quand il est parti, qui s'appelle maintenant la Cremouza de Churchill. OK, d'accord. Donc là, on est sur un champagne d'assemblage, donc les trois cépages, pinot noir, chardonnay, pinot meunier, où là, on va être sur un champagne, très pain brioché, vraiment un pain brioché qui vient d'être toasté, en fait, ces arômes-là, en fait, très agréable, un côté un peu beurré, hein. Une bulle assez fine. Ça devient dur, hein, c'était Une bulle assez fine. Un champagne, moi, je trouve que très agréable, à n'importe quel moment, en fait. C'est vraiment un champagne que j'ai plaisir, à boire, effectivement, qui est vraiment, j'aime beaucoup. Et champagne effectivement connu, où là, on est à 47 francs 80 en action en ce moment, au lieu de 55,80. Donc ouais, très joli champagne. Et le dernier, drapier. Maison Drapier, donc là, j'ai quand même pris une grande cuvée, qui est forcément un petit peu plus onéreuse, qui est à 99 francs. 2012. 2012, donc en fait, la Grande Cendrée, enfin, le domaine Drapier est très connu parce qu'ils ont une histoire, familiale, qui est assez longue, et puis la Grande Cendrée, en fait, ce sont des parcelles où il y a eu, en fait, un énorme incendie, et du coup, la terre, en fait, a gardé un peu les stigmates de cet incendie. C'est majoritairement pinot noir, et la Grande Cendrée, si vous regardez, en fait, la Grande Cendrée est avec un S et non pas un C pour arrêter la cendre, parce qu'il y a eu une erreur au moment de l'enregistrement de la cuvée. Ah, mais non! Ouais, exactement, ouais. Et ils ont gardé? Ils gardaient la Grande Cendrée avec la bouteille d'origine de l'époque, et là, la Grande Cendrée, on va être donc comme on a dit majoritairement pinot noir, donc tout ce côté floral du pinot noir, et derrière on va avoir ces arômes, en fait, de cendre. Alors, les gens me demandaient ce que c'est les arômes de cendre, pensez au comme sur les fromages cendrés, en fait. Alors, on n'aura pas le goût, mais Du fromage? des fromages, mais on aura ces arômes de cendre qui sont hyper agréables, et ça, c'est un champagne, une très grande cuvée. Si on comparait à d'autres grandes cuvées de certaines grandes maisons qui sont beaucoup plus chères, la Grande Cendrée est un très bon rapport qualité-prix pour ces grandes cuvées. Et David, justement, maintenant qu'on est qu'entre nous, personne ne nous écoute, le champagne reste le champagne, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il existe des vins pétillants qui sont très bons? C'est-à-dire qui, je ne vais pas te dire rivaliser parce que ce sera différent, mais qui, voilà, qui valent le détour, est-ce qu'il y en a? Oui, par exemple, ce qui est le plus proche du champagne, on parle aussi beaucoup de la cava espagnole, où là, ils font aussi des 100 chardonnay, donc on a la même méthode de fabrication que le champagne. Donc là, on va avoir des super produits, je dirais, dans les 20 francs, 25 francs, où on a des très belles cavas, en fait, à découvrir. Après, chez les Italiens, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle tout ce qui est les Franciacorta, qui sont un peu des pétillants supérieurs sur le nord de l'Italie. Là, pareil, ils font des produits de folie qui sont hyper intéressants aussi. C'est juste qu'on les gens, si on des vins pétillants italiens, ils vont partir plutôt sur le prosecco, et le prosecco, pareil, on peut trouver à tous les prix et toutes les qualités, et Franciacorta, c'est un peu le supérieur, hein, et après sur la France, il est clair que toutes les régions qui font des créments, il y a aussi des très bonnes choses à découvrir, que ce soit l'Alsace, la Bourgogne, il y a plein de créments régionaux qui sont très bons. C'est vrai qu'ils pâtissent un peu de leur nom parce que crément, on imagine tout de suite que c'est bon marché, pas très bon, mais Sans par contre, enfin la qualité a toujours été là, mais ils pâtissaient justement du nom de Champagne, donc on commence vraiment à revenir sur le devant de la scène, il faut pas bah, disons que les gens font de plus en plus attention et que le champagne devient très cher. Donc crément, on peut en trouver aussi des pépites. Vous en avez ici ou pas? des créments, oui, on va avoir des créments de Bourgogne, il est à 24,90 Voilà, par ouais, exemple. tout à fait correct, Mais hein. qui sont un très joli produit, et la Bourgogne, c'est la région entre guillemets «la plus proche» de la Champagne, donc au niveau des terroirs, ils sont forcément différents, mais disons qu'il y a beaucoup Similitude. de similitudes, hein, et il y a même des bourguignons qui partent en Champagne pour faire des champagnes, donc du coup, ils vont aussi amener, leurs pâtes, ou l'inverse, les gens de Champagne qui veulent partir en Bourgogne pour avoir plus de liberté, moins l'oppression Ouais, j'imagine, ouais. du Champagne. Merci David. Ouais, de rien, et puis Ça a été super intéressant, super enrichissant. J'espère que, pour vous aussi qui nous écoutez, vous avez pu, trouver quelques infos, utiles pour, vous faire une cave ou en tout cas pour découvrir de bonnes bouteilles. David, merci d'avoir, pris le temps de faire le tour de toute la cave pour nous présenter, tout ce qu'on t'a demandé. Voilà, des vins suisses, de nouveaux champagnes à découvrir, de quoi constituer une cave intéressante, donc merci. avec plaisir. On a voyagé grâce à toi. Merci. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite au magasin pour venir déguster, pour venir discuter avec nous, découvrir des pépites,
et au plaisir de nous voir bientôt. Et nous, on se retrouve pour un prochain numéro de La Goutte. Bye à tous, Au merci. revoir.